Vous avez pas un... On n'a pas de clap pour celui-là. C'est dommage. Et puis on n'est pas sur Légende. Donc... Aujourd'hui, on est sur la Croisette pour le 78e Festival de Cannes et le concept du jour, ça va être de vous inviter à vous asseoir sur cette petite chaise bleue emblématique de Cannes et de vous faire parler de cinéma. On a hâte de vous entendre. C'est parti. Moi, on m'a toujours parlé du Festival de Cannes comme le truc à pas rater quand tu fais du cinéma et à y aller explorer, rencontrer des gens. Enfin, moi, j'ai l'impression d'être dans une fête foraine. Tu vois, il y a ce truc-là de découvrir un peu partout, il y a de la lumière partout, le soir, ça brille de partout. Moi, en tout cas, je trouvais que le cinéma, j'avais peur justement d'oublier qu'il y ait cette part de cinéma, que le Festival de Cannes devienne plus ce côté un petit peu bling-bling, un peu d'image. Mais du coup, je suis quand même agréablement surpris parce que c'est quand même, ça se sent que c'est au cœur quand même de l'événement, ce qui est génial. Mais ouais. Parce qu'en fait, le bling-bling, je pense, c'est ce qu'on montre médiatiquement pour donner envie aux gens. Effectivement. Et au final, quand tu es sur place et que tu vis vraiment le Festival de Cannes, tu t'aperçois qu'en fait, c'est vraiment des passionnés. Tout à fait. Et puis, tu as le marché du film. Tu viens, tu essaies de vendre ton film, tu essaies de rencontrer des producteurs. C'est la première fois que je fais Cannes. J'ai fait le marché du film américain, principalement. Mais là, maintenant, comme on fait des films qui sont assez internationaux, avec plusieurs langues, l'appel du film est beaucoup plus international. Donc c'est beaucoup plus intéressant pour nous. Et est-ce que ça se passe bien pour toi pour le moment, le Festival de Cannes? La vérité, c'est que ça s'est très bien passé parce qu'à chaque fois que j'ai montré la bande-annonce, on m'a dit automatiquement on veut le film. I've been into film all my life. I love film. It's been a huge part of my life, and I've followed it. And so I watch Cannes on the TV, on the news. Every year when the interviews are coming up, I follow them, I watch the movies, and I thought, I need to be there, I need to be part of that, I need to experience it. Je suis un peu née dans ce festival, je vais vous raconter l'histoire si vous avez le temps. Mon oncle était, moi je suis catholique, mais mon oncle était juif, il s'appelait Roger Veglorak. Il était président des industries techniques du cinéma français. Il rentrait de la Biennale de Venise avec Fabre Lebret et Jean Gey, qui était le ministre à l'époque. Et comme vous le savez, le festival n'a pas 78 ans, parce qu'il y a une édition avant la guerre qui a été justement créée par mon oncle. Et quand j'étais petite fille, quand j'avais 4-5 ans, comme ils avaient leur suite au Majestic, bien sûr, dès mon enfance, j'ai parcouru les couloirs du Majestic, j'ai connu l'ancien palais, parce qu'aujourd'hui, vous pouvez vraiment m'interviewer, c'est mon 48e festival. Donc ici, j'ai tout vu, tout connu, et j'avoue, parfois, je suis très mécontente de la France, mais quand je suis à Cannes pour ce festival, je suis très fière d'être française. Donc, bravo à Thierry Frémaux pour avoir continué une sélection exceptionnelle que vous trouvez nulle part ailleurs in the world. Le Festival de Cannes, c'est l'occasion de parler de cinéma d'un point de vue beaucoup plus personnel. C'est quoi ton rapport au cinéma? Comment tu vis le cinéma? Après, je vais te dire, ce n'est pas le but de la vie, de transformer sa vie en film. Je vous pose la question. Parce que là, vous savez, j'ai envie de vous dire, on est à la Croisette, on est entre cinéphiles, mais le cinéma, c'est là pour faire rêver, mais je me dis, est-ce que la vie, il ne faut pas la faire rêver? C'est peut-être pour ça qu'on a fait venir Tom Cruise à Cannes cette année. Là-bas, il y a le palais des festivals. Là-bas, vous savez, c'est inaccessible. Et nous, avec Tom, aujourd'hui, ce qu'on a voulu faire, c'est rendre tout ça accessible. Et là, Tom, stare at the camera like this, put your glasses like this. You want to see my eyes? And just like, you act like you are philosophing about life. I am. Yeah. En réalité, je consomme à peu près un film par jour en moyenne. Ça m'arrive des fois de me dire ok, je fais des recherches spécialement pour des vidéos. Parfois, non, c'est juste j'ai envie de voir ce film, je le regarde. J'ai un problème, c'est que je préfère regarder 1000 fois un film que 1000 films. Il y a certains films qui me font des émotions que d'autres ne me font pas. Et donc, je sais pas, j'ai l'impression de retourner vers ces émotions-là. Du coup, t'as un côté un peu réconfortant avec ton cinéma que t'aimes, quoi, non? C'est un peu ça, non? Ben, en fait, c'est le cinéma qui m'a donné envie d'en faire. Growing up, a lover of movies, and I wanted to get into the movie business. My brother's a film producer and director, and so I kind of looked at what he was doing and I was quite interested. Right. But then I got into theatre and discovered acting. Okay. So I became an actor and I followed that career for about 20 years. It didn't work out. I'm not famous, you don't know me, but I still love film. But I had enough of doing that. Depuis tout petit, je fais de l'image, voilà, comme beaucoup d'autres ici. Et en fait, j'ai toujours aimé écrire à côté, quoi. J'écris pour mon petit frère des histoires, des petites nouvelles, tu vois, voilà. Et nous, là, on essaye de faire financer des projets pour avoir voilà, la possibilité de raconter ce qu'on veut dire et nos histoires. Et nous, on fait des films
avec des histoires très différentes, des genres très différents aussi, même à l'école, tu vois. Et c'est tellement difficile aussi d'essayer de faire un projet, d'essayer de dire que ce que tu fais c'est bien. Enfin, c'est compliqué. Hein. La seule chose qui peut compter encore, c'est l'humanité, les copains. Quand vous pratiquez un art, vous avez une sensibilité plus forte que les autres. Donc, vous êtes en contact direct avec les émotions. Et les émotions, c'est l'âme, c'est la connexion divine. Donc, ma carrière est climbing to the gods. Et malgré les adversités, je rebondis toujours parce que je suis aidée par une petite flamme. Et maintenant, je ne veux pas faire un film pour moi. Non, je veux faire un film pour donner quelque chose aux autres. Et les Indiens disent Om Shanti, amour et paix. Le cinéma, c'est que de l'amour, c'est que des énergies positives qui vont aller dans le même sens à un moment donné, dans un espace-temps bien précis. Et ces connexions sont extrêmement importantes entre les gens. Et c'est ce qui font, moi, les collaborations au cinéma. On a fait l'éloge ici au Festival de Cannes de Martin Scorsese et Robert De Niro. Vraiment, les gens se donnent de l'énergie. Par exemple, là, hors caméra, je te propose un truc, on parle de quelque chose, t'adores l'idée. Et tu me renvoies quelque chose. Et du coup, je me dis, putain, il adore l'idée. Ça gonfle, ça gonfle, ça gonfle. Et en fait, pour moi, c'est ça le cinéma. La question de vouloir changer les choses, elle est ambitieuse, tu vois, parce que moi, je me dis toujours que j'écris un film, mais j'essaye j'écris un film où je participe sur un projet, c'est toujours dans l'ambition peut-être de vouloir au moins faire ressentir quelque chose à des gens. Même si aujourd'hui, c'est compliqué de financer un film qui traite parfois de sujets sensibles. Bon, il y a des refus aussi de producteurs, de productrices, et c'est une machine qui est huilée bizarrement, tu vois. Donc J'ai déjà vu des films absolument splendides, et c'est ce qui est important, parce que ce n'est pas la politique qui va changer le monde, c'est l'art. Et c'est au travers du cinéma qu'on peut vraiment envoyer des messages. Finalement, plus tu grandis, plus tu essayes d'attacher une certaine importance à différents détails du cinéma. Là où plus petit, c'est vrai qu'effectivement, tu voyais plus ça comme une source de divertissement. C'est vrai qu'aujourd'hui, j'adore essayer de voir le cinéma comme quelque chose d'un petit peu plus. Et donc d'essayer de pouvoir... ça m'apporte beaucoup de choses. Donc essayer de voir justement quel genre de source ça peut être le cinéma pour moi. Et donc aujourd'hui, j'essaie de m'ouvrir un peu de plus en plus à ça, en essayant d'avoir un regard toujours émotionnel, passionnant et sensible, comme que je peux avoir. Avec le Festival de Cannes, du coup, on voit plein de films. Là, si tu allais voir quelqu'un au hasard dans la rue et que tu voudrais lui recommander un film, pas forcément un film de la sélection de Saner, un film qui, toi, t'a marqué, ce serait quel film? Les Incorruptibles. Les Incorruptibles? Ouais. Pour quelle raison, du coup? Parce que Robert De Niro, déjà, parce qu'un film de mafieux, de gangster, c'est comme ça que j'ai commencé à aimer le cinéma. Ce que j'allais dire, c'est ton truc, les films de gangster. Exactement, ouais. Mon grand-père qui est d'origine italienne est à fond mafia italien. C'est Dossier 137. Ok. Parce que de tous les films que j'ai vus pour l'instant, c'est le seul où du début à la fin, j'étais scotchée. Je me suis pas demandé quelle heure il était. Et j'ai été portée dans le scénario, portée dans l'histoire, et ça parle pas mal d'injustice, et moi ça me touche, ça me tend. Donc j'étais tendue pendant tout le film, mais je suis sortie, du coup pas en mode positif, mais j'étais contente. My favourite movie of all time. Yes? I'd have to recommend It's a Wonderful Life to everyone. All right. I feel like it's a Christmas film. I think when you watch it when you're young, it's a charming film. Yes. It's nice. But when you watch it when you're older, how old are you now? 33. 33, okay, so midlife, kind of the same kind of age as James Stewart in the film. All right. And he's going through midlife crisis. Okay. And at this kind of age of 30s to 40s, we kind of question what are we doing sometimes, and have we failed, have we succeeded, and he's doing that. Moi j'ai beaucoup aimé l'intérêt d'Adam. Okay. La thématique m'a pas mal touchée dans les hôpitaux, les problèmes familiaux avec la mère, l'enfant. C'est vrai qu'on voit pas beaucoup des films sur vraiment la galère, les problèmes de trop de patients, le job que font les infirmières et tout. Enfin, ça m'a vraiment ouvert les yeux sur ce domaine que je connaissais pas trop. J'aime beaucoup mettre en avant ce film, et je vais le faire du coup là, tout de suite. C'est un film qui s'appelle L'Éveil. C'est avec Robert De Niro et Robin Williams. Alors j'aurais pas le nom du réal, mais c'est un film qui est absolument magnifique. C'est tiré d'une histoire vraie. Et c'est justement le genre de film typiquement qui me bouleverse énormément et que j'adore pouvoir partager, parce que je sens qu'il a ce petit truc qui en fait va laisser les gens complètement différents, je pense, après une séance. On est en 2025. Il y a forcément un sujet qui fait énormément parler dans le monde de l'art, de la création et principalement du cinéma. Aujourd'hui, on va le recentrer sur le cinéma. C'est la place de l'intelligence artificielle. Est-ce que ça va rester un outil? Est-ce que ça va remplacer des rôles essentiels? Quel est ton regard sur l'intelligence artificielle?
C'est un sujet qui est pas mal dans ma tête parce que le sujet de mon mémoire, c'est l'impact de l'intelligence artificielle dans le secteur du doublage français. C'est la bonne personne qui peut poser cette question du coup. Je pense pas que l'intelligence va remplacer les humains. La France a beaucoup de lois qui essayent de protéger et comme on a beaucoup de personnes qui sont influentes, notamment les acteurs de doublage et tout, après c'est un bon outil, il y a plein de positifs, mais le problème c'est que des personnes soit vont le prendre et l'utiliser à l'extrême, soit vont de suite avoir une mauvaise image. C'est une bonne question parce qu'hier j'ai vu Dalloway, produit par Netflix avec Cécile de France, un film justement qui parle de l'IA, l'histoire d'une écrivaine qui se retrouve à faire résidence avec d'autres artistes, donc pas que des écrivains. C'est trop récent pour avoir un réel recul. Un vrai recul, ouais. Je pense que le mieux c'est de rester attentif, de prendre leçon aussi de ce qui a pu se passer avec d'autres arrivées technologiques dans le passé et de ne pas vouloir aller trop vite et de laisser une place à l'humain. On a monté la société de production parce qu'on voulait faire nos propres films. On l'a appelé Overlook Entertainment parce qu'on en a marre d'être overlooked. Donc l'idée de l'intelligence artificielle, c'est que maintenant, et ça il y a beaucoup de gens qui vont pas m'aimer pour ça, mais ça nous permet de remplacer certains rôles pour lesquels des fois on n'a pas le budget ou certaines choses, ça nous permet d'être beaucoup plus polyvalent. L'intelligence artificielle, je fais aussi je train l'intelligence artificielle. Donc ça fait encore des erreurs, il y a beaucoup de choses comme ça. Donc il faut savoir prendre ce qu'il faut et laisser le reste et mettre tout ça, mais je pense que ça aide beaucoup. Vous savez, je pense qu'il y a tellement de monde sur Terre qu'il y aura toujours des camps. Il y a des gens qui pensent ça, il y a des gens qui vivent dans la forêt, il y en a d'autres qui vivent. Et en fait, il va y avoir de plus en plus, ça va être de plus en plus séquencé tout ça. Donc il y aura du cinéma de niche, il va y avoir du cinéma grand public très populaire avec de l'IA. Et il y aura un public pour ça et un autre public pour ça. Donc ce que tu es en train de nous dire, c'est que pour toi, l'IA, ça va vraiment rester un outil qui va nous permettre de développer de nouvelles façons de faire le film, mais on n'est pas sur une peur de remplacement, une peur de remplacer les gens qui font du cinéma, quoi. Bah, quand on se pose la question de pourquoi il y a autant de hype ici au Festival de Cannes, il y a autant de hype parce que les gens viennent voir des gens qu'ils admirent, des gens connus. Je sais pas dans quel monde les gens vont commencer à admirer des intelligences artificielles et tout ça en fait ne pourra pas exister avec l'IA, sauf si c'est juste un outil dont on se sert pour faire des économies, pour pas que Hollywood perde trop d'argent à mettre des dinosaures, etc. et tout un tas de choses dont le cinéma d'auteur se fiche parce que aujourd'hui à Cannes, les gens sont très nostalgiques de la nouvelle vague par exemple, de quelqu'un comme Godard qui a fait 160 films à peu près, quelque chose comme ça, qui ne s'arrêtait jamais de tourner parce que sinon il mourrait. Et il y avait quelque chose de puissant et de fort dans le cinéma de Godard, de la nouvelle vague d'ailleurs, qui se fichait complètement des questions dont on se pose aujourd'hui et qui encore aujourd'hui brille au Festival de Cannes. Est-ce que tu aurais un conseil à donner à la personne qui va te succéder sur cette chaise bleue? Un petit mot? Je pense que ce serait de passer un super festival et un bon moment. Je pense que c'est le plus important. Et surtout de vouloir continuer à faire ce putain de métier, quoi. Enfin, Enjoy the now. Some of the people that I know in the film industry, they get wrapped up a lot in the future and achievements. Yes. But being here can be an achievement. Essayer d'être soi-même, tout simplement, authentique, d'écouter. Parce que, comme on dit, il y a une citation qui dit on a deux oreilles et une bouche. Il faut les utiliser en proportion. Je pense que là, tu as un cadre qui est quand même assez idyllique. Donc, pouvoir essayer de profiter et parler avec passion du cinéma. Bien, surtout arrêtez-vous, parce que captez la jeunesse et la force de vous quatre. Je vois que vous êtes l'espoir du monde. Donc, continuez, faites de belles images, montrez-les. Les amis, si cette vidéo vous a plu, évidemment, n'oubliez pas de mettre un petit pouce bleu, de vous abonner à Capsule Pictures et de nous suivre sur les réseaux sociaux. On vous dit à très bientôt pour d'autres contenus autour du cinéma. Des bisous, ciao!